Bonjour, nous abordons aujourd'hui le thème numéro 5 de notre programme d'histoire, géographie, géopolitique, sciences politiques, l'environnement entre exploitation et protection, un enjeu planétaire. Avec une introduction, qu'est-ce que l'environnement? L'introduction à ce thème numéro 5 de notre programme nous invite à réfléchir à la notion d'environnement, à sa définition, mais aussi de porter notre regard sur son histoire. Environnement a pour origine un vieux verbe français du XIIIe siècle, environner, qui signifie entourer. Il a été repris par certains géographes comme Élisée Reclus comme synonyme de milieu géographique. Selon la définition de géoconfluence, l'environnement traite de la combinaison des éléments naturels et socio-économiques qui constituent le cadre et les conditions de vie d'un individu, d'une population, d'une communauté à différentes échelles spatiales. Le caractère transdisciplinaire de cet objet d'étude nous conduit à nous interroger sur l'apport de chaque discipline, histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques, à l'étude de l'environnement. Comme le souligne l'historien Stéphane Frioul, l'environnement est aussi un objet d'histoire. Il convient donc d'en suivre le cheminement depuis les années 60-70 avec ses approches divergentes, histoire environnementale aux États-Unis et histoire de l'environnement en France, jusqu'aux angles d'approche originaux actuels comme la justice et l'injustice environnementale par exemple. Problématique. En quoi la compréhension de la notion d'environnement nécessite-t-elle de mobiliser et de croiser l'histoire, la géographie, la géopolitique et les sciences politiques? Comment la notion et la place de l'environnement ont-elles évolué jusqu'à devenir une question centrale pour les sociétés? Grand 1, l'environnement, un objet d'étude à la croisée de plusieurs disciplines. Petit 1, l'environnement et la géographie. Depuis le XIXe siècle, l'approche de la notion d'environnement en géographie a profondément évolué. Jusqu'au milieu du XXe siècle, les géographes se concentrent sur l'environnement naturel, parlent de nature ou de milieu, sans prendre suffisamment en compte les activités humaines. Ainsi, le géographe allemand Friedrich Ratzel insiste sur la dépendance de l'homme vis-à-vis de la nature, faisant correspondre à la diversité des sociétés humaines la diversité de milieux naturels. Le géographe français Paul Vidal de Lablache est à l'origine du courant possibiliste en rupture avec le déterminisme de la nature. Pour lui, les sociétés humaines ont une certaine liberté de choix par rapport à la nature dont elles peuvent ou non tirer parti. Dans les années 70, la nouvelle géographie développe une conception de l'environnement centrée sur l'homme et sur l'organisation de l'espace. Mis en avant par les mouvements écologistes, le concept de nature revient au premier plan lors de la publication du rapport Meadows qui préconise la croissance zéro en 1972. Les géographes commencent alors à repenser les relations entre la nature et les sociétés humaines. Avec Georges Bertrand apparaît une conception systémique de l'environnement. Il parle de géosystème, c'est-à-dire un système d'interaction entre des éléments vivants et d'autres non vivants dans un espace donné, mais en donnant une place centrale à l'homme. Cette nouvelle approche de la géographie fait de l'environnement le produit d'une co-construction de la nature et des sociétés humaines dont il convient d'analyser les évolutions et leurs causes. Météorologue et chimiste de l'atmosphère néerlandais, Paul Crutzen a introduit la notion d'anthropocène pour désigner une nouvelle ère géologique qui débute avec la révolution industrielle. Au cours de cette période, l'influence des activités humaines sur le système terrestre est devenue prépondérante, conduisant à des changements environnementaux irréversibles. Ce concept est cependant toujours discuté et critiqué au sein de la communauté scientifique, tant sur sa datation que sur le terme lui-même. Petit 2, l'environnement et l'histoire. L'environnement, en tant qu'objet de recherche historique, repose sur trois sources d'inspiration. En France, dès les années 60, l'historien Emmanuel Leroy-Ladurie s'intéresse à l'histoire du climat. On peut aussi citer l'histoire de l'environnement européen, coécrit par Robert Delors et François Walter. Dans les années 60, aux États-Unis, les phénomènes de pollution et de dégradation des milieux alertent les universitaires. L'histoire environnementale se développe alors dans la perspective de faire émerger l'histoire des pratiques de conservation de la nature. Les travaux de Jared Matson Diamond, tout particulièrement son essai Effondrement, paru en 2005, sont représentatifs de cette histoire environnementale. Pour lui, la gestion des ressources naturelles est centrale et fait la différence entre les civilisations qui durent et celles qui disparaissent. D'autres travaux portent sur la protection de la nature sauvage, sur les problèmes liés à l'industrialisation et l'urbanisation du XIXe siècle. Plus récente, une troisième source d'inspiration est représentée par les techniques d'analyse environnementale, comme l'étude des pollens, afin de compenser l'insuffisance des sources écrites. Aujourd'hui, les systèmes d'information géographique ou la photographie aérienne facilitent l'étude des impacts des grands aménagements sur l'environnement. Enfin, émerge une éco-histoire, une histoire de l'environnement. Petit 3, l'environnement et la géopolitique.
Si les questions environnementales se placent aujourd'hui au cœur des relations entre les États, c'est parce que les principaux problèmes, comme le réchauffement climatique, ne connaissent pas de frontières et sont placés au centre du débat politique par les scientifiques. Pour François Gémen, enseignant à Sciences Po, le climat est un objet géopolitique depuis la création du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, qui a fait du changement climatique un enjeu de politique internationale. Ainsi, à partir de la question de l'environnement, il est possible de mettre en évidence les enjeux de pouvoir entre les différents acteurs, États, ONG, FTN, de voir si la protection de l'environnement conduit à des rivalités ou à la coopération entre ces acteurs. Dans Le Monde au défi, publié en 2016, l'ancien ministre des Affaires étrangères Hubert Védrine tente à son tour de jeter un pont entre géopolitique et écologie, soulignant que c'est sur leur engagement écologique que les États seront de plus en plus jugés. Enfin, la revue Hérodote, dans son numéro 165, souligne que les questions environnementales sont devenues des enjeux géopolitiques tant dans les pays occidentaux que dans les pays émergents où ces questions servent de levier à la contestation politique. Petit 4. L'environnement et les sciences politiques. Dans les années 60-70, les préoccupations environnementales commencent à occuper le devant de la scène. Les mouvements écologistes, comme Greenpeace, fondé en 1971, se développent. Cet essor est lié à la multiplication des catastrophes naturelles et industrielles d'origine humaine, comme le naufrage du pétrolier Amoco Cadiz en 1978 ou la catastrophe nucléaire de Tchernobyl en 1986. La question de la préservation de la nature, de l'exploitation de ses ressources et celle de l'impact des activités humaines sur l'environnement se diffuse dans toute la société. La littérature s'en fait l'écho. Les Racines du ciel de Romain Gary, publié en 1956, est considéré comme le premier roman écologique. De même, la sortie du film de Richard Fleischer, Soleil vert en 1973, mettant en scène un monde pollué et surpeuplé, illustre ces préoccupations. À leur tour, les pouvoirs publics prennent en compte l'environnement avec la création d'un ministère de la protection de la nature et de l'environnement en France. Quant à l'écologie politique, elle apparaît avec René Raymond, premier candidat écologiste à l'élection présidentielle en 1974. Grand 2, regard sur l'histoire de l'environnement. Petit 1, histoire environnementale américaine versus histoire de l'environnement française. Née dans les années 60 aux États-Unis, l'histoire environnementale se focalise d'abord sur les phénomènes de pollution ou de dégradation des milieux naturels. Dès 1962, le livre de Rachel Carson, Printemps silencieux, sur les effets négatifs des pesticides, contribue à l'émergence de l'environnementalisme aux États-Unis. Le succès du premier Jour de la Terre, le 22 avril 1970, en est une illustration. Ainsi, les historiens américains de l'environnement abordent ces questions dans un esprit militant. L'approche française est assez différente. Les historiens français ont longtemps délaissé les conséquences environnementales de l'évolution des activités productives au profit d'une approche économique et sociale centrée sur les groupes sociaux. De même, ils se sont tenus à l'écart de l'écologie politique. Si Emmanuel Leroy-Ladurie est associé à l'histoire de l'environnement pour son livre Histoire du climat depuis l'an 1000, il précise lui-même que c'est l'histoire agraire qui m'a conduit, par une transition insensible et normale, jusqu'à l'histoire du climat. Les travaux de Robert Delors, spécialiste de l'histoire des animaux, s'inscrivent dans cette démarche d'écrire une histoire sans les hommes. Mais, dans les années 90, les hommes sont réintroduits comme sujet de l'histoire environnementale, tantôt comme victimes des aléas climatiques, tantôt comme acteurs de la modification du climat. La conception américaine d'une histoire environnementale gagne donc du terrain. À titre d'exemple, le réseau universitaire des chercheurs en histoire environnementale est actuellement très actif en France. Petit 2, les grands domaines de l'histoire environnementale. Le premier milieu à avoir fait l'objet de travaux de recherche est la forêt, sous l'impulsion du groupe d'histoire des forêts françaises créé en 1980. Le second milieu étudié est celui des zones humides, qui ont fait l'objet dans les années 60-70 d'opérations de drainage et de démoustication avant de retenir l'attention des écologistes. Le troisième milieu, ayant retenu l'attention des chercheurs, est l'environnement urbain. En se focalisant par exemple comme Stéphane Frioux sur les processus d'amélioration de l'environnement urbain, ou comme François Jarige et Thomas Leroux sur les pollutions de l'âge industriel. On peut ajouter à cela l'étude des conséquences environnementales de l'étalement urbain ou de la périurbanisation, ou encore l'étude des risques environnementaux et de leur gestion. Petit 3, de nouveaux angles d'approche. De nouveaux thèmes sont aujourd'hui interrogés par les chercheurs. D'abord la question des inégalités environnementales en lien avec le changement climatique. La rencontre de l'histoire environnementale et de l'histoire du genre constitue un nouveau chantier pour la recherche. Le rôle des femmes dans les combats pour la protection de la nature ne peut désormais plus être laissé de côté.
Enfin, de nouvelles approches se développent, histoire de la protection des espèces, rôle des animaux dans les conflits, ou encore histoire des conflictualités entre l'homme et le loup, par exemple. Conclusion. Rendre intelligible la notion d'environnement nécessite un traitement transdisciplinaire permettant de croiser les apports respectifs de la géographie, de l'histoire, de la géopolitique et des sciences politiques. Objet d'histoire, l'environnement a été abordé sous des angles différents aux États-Unis ou en France, mais c'est l'histoire environnementale américaine qui s'est peu à peu imposée. Ainsi, de nombreux milieux ont fait l'objet de recherches historiques, tandis que de nouveaux angles d'approche ont émergé ces dernières années. Le changement climatique contemporain ouvre de nouveaux champs d'études pour une histoire environnementale décidément féconde.